On va parler beaucoup plus d'approche de solutions. Je vais relancer Dr Boga-Sako sur la même question. Dr Boga-Sako, comment les peuples africains doivent-ils relancer leur combat de libération en cette année 2020 et lorsque plusieurs chefs d'État ont verrouillé pratiquement tout leur système électoral et imposent des élections à leur opposition et à leur peuple. Le boycott des élections profite plutôt aux dictateurs et en même temps ces élections n'ont pas de sens, comme vient de le dire Maître Raphaël Pandiadjaré, Dr Boga-Sako. Oui, je voudrais saluer encore une fois mon copanéliste, Maître oui, Adjaré, merci beaucoup. Moi, je l'écoute avec attention et comme vous remarquez très bien, mon cher Amos, nous ne sommes pas opposés parce que nous nous comprenons et donc nous nous complétons. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. Je crois que le combat que nous avons à mener pour tout le continent africain, la première des choses, c'est de créer les conditions d'une vraie démocratie en Afrique et d'un vrai état de droit. Quand nous avons réussi ce pari, les élections vont se dérouler en Afrique, ce sera une fête. Parce qu'à la vérité, la démocratie, c'est une fête. C'est un peu exactement comme dans le Togo, il y a plusieurs équipes de football, et lorsqu'il y a le derby des deux grandes nations, des deux grands clubs de football, tout le Togo se lève, et quand l'un a gagné, le peuple est content pour ceux qui ont gagné, et le peuple ne se tue pas pour ceux qui ont perdu. La démocratie, c'est un jeu. Malheureusement, en Afrique, sur tout le continent, lorsqu'il y a des élections, les gens ont leur calculatrice pour savoir combien de morts il y aura cette fois-ci, hélas. Donc, quand on est des élites conscientes, des intellectuels conscients, des démocrates en puissance, battons-nous pour qu'il y ait les conditions créées pour la démocratie et après, cela va rouler. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, lorsque M. Laurent Gbagbo, avant même qu'il n'arrive au pouvoir, il s'est battu toute sa vie pour qu'il y ait un minimum de conditions électorales équitables. C'est lui. C'est pour ça que moi, dans mes livres que j'ai écrits, je l'ai baptisé le père de la démocratie. Parce qu'en 90, c'est lui qui se bat pour que le multipartisme advienne. Et après, il se bat pour que les règles soient équitables et qu'il y ait une commission électorale indépendante et qu'il y ait, on remet le PV électoral à chaque représentant de chaque candidat dans les bureaux de vote. Tout ça, c'est du Laurent Gbagbo. Avant que finalement, en 2000, il n'accède au pouvoir. Il a commencé en 88. En 82, mais son parti naît en 88. Oui, c'est un parcours. Regardez dans mon pays, même là où on va aller à des législatives, il aura encore mort d'homme. Parce que M. Ouattara ne lâche pas. Il ne lâche pas. Donc, comment voulez-vous que nous puissions l'accompagner? C'est pour ça que la stratégie que vous me demandez, et je vais terminer par là de façon précise, premièrement, il faut que l'opposition soit unie. Quelles que soient toutes les tendances, ayons un minimum de plateforme pour nous mettre d'accord. Si on dit que nous devons aller à des élections, travaillons ensemble pour voir quelles sont les stratégies qu'on met en place. Si nous avons gagné dans telle localité et que le monsieur nous arrache notre victoire, voici comment nous faisons pour le contrecarrer. Voilà. Est-ce que nous y allons? Si nous n'y allons pas, voilà comment nous devons le contraindre. Parce que la vérité, nous voulons tous aller à toutes les élections dans nos pays. Mais si on est parti déjà perdant, à quoi ça sert d'y aller? Donc, dans la stratégie, travaillons pour qu'il y ait un minimum. Et si jamais le dictateur veut nous voler notre victoire, voilà comment nous faisons pour le contrer. Et même au-delà, en interne, nous nous organisons. Premièrement, unité. Deuxièmement, stratégie commune. Troisièmement, ayons des relais à l'extérieur. Ayons des partenaires à l'extérieur, en dehors de la France. Si nous savons que le monsieur est très ancré dans le pouvoir français, comme M. Ouattara est devenu pratiquement l'aile dure de la France en Afrique, qui veut saboter l'éco, qui est le patrimoine des Africains, en l'engluant dans le moule français, alors ayons d'autres partenaires. Et l'exemple que nous donne aujourd'hui la Centrafrique est extraordinaire. Le président centrafricain a réussi à être ce qu'il est, alors qu'il aurait pu être mangé dans la sauce france-africaine depuis. Il a été très intelligent. Ayons des partenaires en dehors de la France. Je pense que ça peut sauver l'Afrique. Il ne s'agit pas d'aller se donner à la Russie, il ne s'agit pas d'aller se donner à la Chine, mais il s'agit de nouer des partenariats qui peuvent créer l'équilibre avec la France. Je me rappelle encore du président syrien, Bachar el-Assad. Aujourd'hui, il ne serait plus jamais président s'il n'avait pas eu un appui appelé la Russie.
C'est ce qui a fait que de François Hollande jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à M. Macron, ce président-là, finalement, ils l'ont laissé en paix parce qu'il a eu à s'adosser à un allié. Je pense que c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui en tant que nouvelle génération. Il ne s'agit pas d'aller se vendre, mais il s'agit d'équilibrer les forces pour que nous puissions exister par nous-mêmes, pour nos peuples. Voilà. Docteur Boga Sako, merci beaucoup. Nous allons toujours continuer par des apports de solutions puisque les auditrices et auditeurs sur Radio Canal K, sur Radio Avolete veulent plutôt avoir des conseils en termes de solutions. Que devons-nous faire concrètement? Comment réorienter cette lutte? Alors, Maître Pandé Adjaré, dans plusieurs pays africains, francophones surtout, l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir public, politique et civil. Et le constat est amer. Que justement c'est ces armées-là qui effectivement est un vrai handicap pour les mobilisations qui n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs africains. Alors Maître Pandé Adjaré, est-ce que vous faites la même lecture de la situation et quelle approche de solution? Je crois que l'armée fait partie des institutions dans un pays et l'armée a pour but fondamental de défendre l'intégrité du territoire et donc de protéger ses citoyens contre une invasion ou bien une annexion, une agression extérieure. Donc, en fait, je ne vais pas prendre de manière isolée l'armée, Amos. Je voudrais prendre l'armée en tant qu'une institution. Et l'armée, en tant qu'une institution, vient à la suite des autres institutions du pays. Et quand j'ai écouté tout à l'heure mon copanéliste, il a dit quelque chose de très important. Battons-nous pour avoir les conditions minimum pour une élection acceptable. Battons-nous pour que l'élection, en tant que mode de conquête, d'exercice et de dévolution du pouvoir politique, puisse avoir un sens. C'est-à-dire, on va pour élire, mais on ne va pas pour choisir. On va pour élire, on ne va pas pour nommer. On va pour avoir la liberté de compétir, c'est-à-dire que avoir presque les mêmes chances, les mêmes moyens pour aller à une compétition. C'est de cela qu'il s'agit. Amos, et vous savez, je ne peux pas aller à une élection. Je voudrais enlever de l'idée de ceux qui nous écoutent que nous sommes en train d'appeler au boycott. Non, ce n'est pas ça. Mais je ne vais pas aller à une élection quand je sais que celui qui dirige la Cour constitutionnelle, celui qui dirige la CENI, n'a pas les coudées franches de me proclamer vainqueur si je remporte ces élections. Je ne peux pas aller à une élection lorsque je sais que au lendemain de la proclamation des résultats, l'armée viendra encercler ma maison. Donc, si vous me posez le problème de l'armée, je vais mettre l'armée dans le corps des institutions. C'est-à-dire, par exemple, en matière électorale, j'ai la CENI, j'ai la Cour constitutionnelle, et dans un pays, j'ai en plus de ces deux institutions, la justice et puis l'armée. Vous savez, je vais donner un exemple. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Si les États-Unis étaient un pays africain, je crois que Donald Trump serait encore au pouvoir. Quand, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, la chronique de Jean-Baptiste Placard, l'éditorialiste sur RFI, le 9 janvier passé. Il a dit ceci, je cite, « Si les institutions n'avaient pas été aussi solides aux États-Unis, Donald Trump aurait probablement eu gain de cause et donc subtiliser la victoire de l'homme élu par le peuple américain. » D'accord. C'est ce qu'il avait dit. Donc, il faut mener un combat solide et franc et cohérent pour que les institutions qui sont impliquées dans l'organisation des élections, qui donnent un sens aux élections, à ce qu'on puisse parler d'une démocratie dans un pays, que ces institutions soient crédibles. Voilà ce qu'il y a. Et l'armée fait partie de ces institutions. Et je crois qu'on va en arriver. Vous voyez ce que l'armée fait au Togo. Vous voyez ce que le SCRIC
Togo, je pense qu'on va en tout cas, Maître Pandia Djaré, et pour rappel, hein, vous étiez également membre du CST, Collectif Sauvons le Togo. Le collectif Sauvons le Togo avait mobilisé plus d'1 million de Togolais dans les rues de Lomé, mais cette mobilisation a été matée par l'armée, et on l'a dit, hein, l'armée est considérée comme un vrai handicap des mobilisations en Afrique, surtout qui n'arrive que rarement à faire réfléchir les dictateurs. J'ai un mot quand même à dire là-dessus aussi, si tu permets. Oui, on va vous poser la question sur ça. On va voir ce que Pandia Djaré. Comment quand même conscientiser l'armée africaine, selon vous, Maître Pandia Djaré? Je crois que l'armée africaine doit savoir que ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui luttent pour que la démocratie soit en Afrique, ce n'est pas une lutte contre l'armée, ce n'est pas une lutte contre qui que ce soit. C'est une lutte pour nous tous. Et l'armée doit beaucoup être républicaine. Ça devient aujourd'hui un effet de langage. Mais quand on parle du caractère républicain de l'armée, c'est que l'armée s'abstienne de s'immiscer dans le jeu politique. L'armée doit, enfin, à me résumer, Amos, je dirais au Togo ou dans les pays africains, que l'armée et la justice, en résumé, que les institutions cessent de se considérer comme des entreprises personnelles des dirigeants. Mais qu'elles sachent qu'ils sont là pour les intérêts des populations. Vous parlez de la manifestation du 12 juin 2012 du collectif Sauvons le Togo. Vous avez vu la manière inouïe, primitive et la manière brute avec laquelle cette manifestation a été réprimée, avec des blessés, des gens qui sont... Mais écoutez, je pense quand même que nous devons faire en sorte que les armées africaines comprennent qu'elles ne sont pas là pour protéger une seule personne, pour protéger un prince. Non, mais l'armée est là pour protéger toute la population. Et lorsqu'il y a couvre-feu, lorsqu'il y a un citoyen qui enfreint la loi, ou bien qu'on pense avoir enfreint la loi, il faut l'interpeller avec le minimum de décence. Il ne faut pas déverser sur lui la force brute qui puisse quand même nous déshumaniser. Eh bien, la personne qui est victime de la force et la personne qui exerce la force. J'ai encore en idée ce dossier que nous avons encore au Togo, où il y a des gens qui sont interpellés, qui sont torturés, qui subissent des pelotons d'exécution. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts dessus de la torture au Togo. On en parle encore. On comprend. Donc moi, je crois que l'armée doit vraiment jouer son rôle et revertir le caractère d'une armée républicaine. Tout à fait. Docteur Boga Sako, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à l'armée africaine, hein, qui doit être républicaine selon ce que vous dire également Maître Pandia Djaré. Je vous repose la même question. Dans plusieurs pays africains, francophones surtout, hein, Docteur Boga Sako, l'armée a plutôt de poids dans la gestion du pouvoir public, civil et politique. Et le Conseil admet que ce sont ces armées qui sont vraiment un vrai problème, hein, un handicap pour les mobilisations qui n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs africains. Et je pense que vous faites la même lecture, mais quel apporte de solution selon vous devant cette situation, Docteur Boga Sako? Oui, je pense que mon frère et ami copanéliste a dit vraiment un certain nombre de choses. On vit la même situation d'un pays à un autre, parce qu'en réalité, sur quoi repose la dictature d'un dictateur? Je préfère cette tautologie-là. La dictature du dictateur, là, repose en général, sur l'armée. Parce qu'il est sûr qu'il a l'armée avec lui. C'est pour cela qu'il se permet de faire chanter le peuple, d'imposer au peuple lui seul sa volonté. Il pense qu'il a l'armée en poche. Et donc c'est ça qui fait le mal aujourd'hui. Et donc, il ne revient qu'au peuple de séduire par son mécontentement, par son soulèvement, et très souvent, l'armée se trouve vaincue. Quand l'armée est vaincue, le dictateur est vaincu. Regardez le dernier cas sur le continent africain, au Mali. Pendant 5 mois, le peuple a manifesté tous les vendredis à l'appel d'un imam, l'imam Diko.
tous les vendredis, lorsque les gens allaient à la prière, l'imam prêtait sa voix à la lutte. Ça a duré 5 mois. Le pays est paralysé et l'armée a tranché. L'armée a pris le camp du peuple. L'armée a accompagné le président à rendre sa démission. Et c'est fini. Le Mali a été libéré. Donc, quelque part, nos armées doivent choisir le camp du peuple. L'armée n'est pas à la solde du dictateur qui règne. L'armée, là, l'armée appartient au peuple. Parce que dans la philosophie de l'armée est là pour protéger d'abord le peuple. Dans mon pays, la gendarmerie a une bonne devise que je pense qui est pratiquement la devise de toutes les armées. Pro patria, pro lege, pour la patrie et pour la loi. Lorsque la loi est touchée, lorsque la loi est violée, lorsque la constitution est violée, l'armée est debout. Parce que sans la constitution, sans la loi, l'armée n'est pas l'armée. Mais aussi l'armée, sa première mission, c'est de défendre la patrie. Et non défendre un individu. Donc je pense que autant nous avons réussi petit à petit à sensibiliser et à éduquer nos populations pour qu'elles sachent, pour que cette population comprenne que le dictateur là, il n'est rien sans toi, le peuple. De la même manière, l'armée doit pouvoir comprendre que, à la vérité, l'individu qui est au pouvoir, il n'est rien sans le peuple et sans l'armée. Donc je pense que l'exemple du Mali doit contaminer toute l'Afrique. Mais avant le Mali, il y a eu le Burkina Faso. La révolution qui a eu lieu en 2014, pour que Blaise Compaoré tombe en novembre, c'est le peuple qui s'est levé et l'armée doit savoir que quand le peuple est fâché, devant la fougue du peuple, aucune armée ne peut résister. Étudions même la Révolution française, le 1789. Quand le peuple est debout, l'armée se noie. Parce que le peuple peut emporter l'armée. Et l'armée a intérêt à prendre le parti du peuple. Aujourd'hui, si le Togo souffre, aujourd'hui, si la Guinée souffre, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire souffre, c'est parce que le dictateur a encore réussi à avoir quelques pions dans l'armée qu'il manipule en les proposant. Tout le monde a vu en Côte d'Ivoire, hein, il a proposé des centaines de millions aux chefs de l'armée et de la gendarmerie et de la police qu'il contrôle. Il a rencontré aussi des milices qu'il contrôle. Mais attendez, la vague du peuple, quand elle se lève, quand il se lève, le dictateur sort par la fenêtre. Je termine en donnant le témoignage de la Côte d'Ivoire. On est en 2000, on est allé à une élection présidentielle. Le chef de l'armée, qui était putschiste, qui s'appelle Guy Robert, général de l'armée, il est au pouvoir, il a fait un coup de 98, il décide d'organiser des élections face à un certain Laurent Gbagbo, qui n'était qu'opposant, qui n'a même pas d'armée, qui n'avait rien. L'élection se déroule. Les Ivoiriens élisent Laurent Gbagbo. Le rebelle, le putschiste, le chef de l'armée, dit qu'il a gagné l'élection. Il veut donc s'imposer. Le peuple s'est levé comme un seul homme. Sans que Laurent Gbagbo même ne demande au peuple de se lever. Parce que l'élection était claire. Le président de la commission électorale, qui était un acteur de la société civile, M. Guy Honoré, il dit, les résultats que moi je détiens, ce n'est pas le chef de l'armée qui a gagné, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Les Ivoiriens sont debout. Les militaires ont tiré. Il y a eu près de 300 morts en plein plateau à Abidjan. Mais le peuple est debout. Et le chef militaire a dû fuir. C'est un hélicoptère qui a été affrété, qui l'a sauvé pour aller le déposer dans son village, Gwesesso. Il s'appelait le général. Et quand le peuple est debout, quand le peuple sait que sa victoire lui est arrachée, il devient nerveux. Et aucun dictateur ne peut résister face au peuple. Je souhaite que ce qui s'est passé en 2000 dans mon pays arrive à toute l'Afrique pour que tous les dictateurs sachent qu'ils peuvent contrôler le pays à un moment donné, mais pas dit. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Boga Sako. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat panafricain sur Radio Canal K et sur Radio à volonté. Maître Pandé Adjaré, on va conclure ce débat. Élection frauduleuse en Afrique francophone. Les mobilisations n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs africains et le boycott des élections profite plutôt à ces dictateurs. Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain, Maître Pandé Adjaré? Non, je voudrais dire que ce qui s'est passé en 2000 marque la fin, presque la fin des élections frauduleuses dans les pays africains, particulièrement dans mon pays au Togo, soit en Côte d'Ivoire, de l'autre côté en Guinée. Que
les peuples se donnent les moyens, que ceux qui veulent compétir, les leaders politiques aussi se donnent les moyens pour dire qu'en fait d'élections frauduleuses, c'est fini pour cette fois-ci. Que si nous devons participer à une élection, qu'elle soit locale, qu'elle soit régionale, qu'elle soit législative ou qu'elle soit présidentielle, il faut que nous ayons des conditions minimum pour que le vainqueur soit élu vainqueur et le vaincu soit proclamé vaincu. Donc, il faut qu'il y ait des institutions qui soient à même, qui aient des coups de franche, qui donnent aux compétiteurs un minimum de garantie de transparence. Amos, je ne peux pas terminer ce débat, quand bien même il est panafricain, sans jeter un coup d'œil sur l'actualité récente de mon pays. Maître Kpang Diagaré, on va en parler juste après le débat panafricain. D'accord, pas de souci. Donc, pour le débat panafricain, que les peuples africains prennent conscience, mais qu'on ne soit pas résigné, qu'on ne soit pas divisé, qu'on ne soit pas divisé lorsqu'on mène un combat pour la fin d'une dictature. Mais, puisque nous sommes en dictature, qu'on se dise, qu'on donne un moyen, dire que cette fois-ci, si nous voulons, nous avons eu l'expérience des années antérieures, mais que cette fois-ci, si nous voulons nous engager dans un processus électoral, parce qu'on parle de processus électoral, ce n'est pas le jour de l'élection qu'il faut revendiquer la transparence, ni le jour de la proclamation des résultats. Le processus électoral, s'il est enclenché du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ou l'institution habilitée n'avalise définitivement les résultats, il faut que ce processus soit émaillé de transparence et garantisse la vérité des urnes. Merci beaucoup, Maître Kpang Diagaré. Je rappelle que vous êtes un des porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout. Restez toujours avec nous pour l'actualité socio-politique au Togo, justement. On va également clôturer ce débat panafricain avec Dr Boga Sako. Je vous propose la même question pour conclure ce débat. Élections frauduleuses en Afrique francophone. Les mobilisations n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs africains et les boycotts profitent plutôt aux dictateurs africains. Que doit faire concrètement le citoyen lambda africain pour combattre ce dictateur en cette année 2021, Dr Boga Sako? Écoutez, moi je veux vous remettre, cher ami, pour cette belle occasion qu'on a eue. Ce n'est pas au cours d'une émission que nous allons régler tous les problèmes des oppositions, en tout cas des États africains, des souffrances que vivent nos compatriotes lors des élections, malheureusement, qui entraînent toujours des vies humaines, des pertes en vies humaines, qui entraînent des blessés. Dans mon pays, on en a connu près une 200 lors de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la farce électorale de M. Ouattara. Moi, je pense que l'espoir n'est pas permis. Je pense que nous sommes dans une phase transitoire où l'Afrique prend conscience, l'Afrique est debout. Tôt ou tard, on va jeter hors de l'Afrique tous les dictateurs qui s'imposent à nous. Je pense que le tournant de la Côte d'Ivoire était déterminant parce que M. Ouattara s'est montré carrément comme le pion de la Centrafrique, de la France-Afrique sur le continent africain. Et c'est celui-là même qui est aujourd'hui au cœur du franc CFA pour pouvoir sauver la face de la France à travers l'écho qu'ils ont volé aux Africains pour pouvoir le mettre encore à la disposition de la France. Si on avait réussi à éjecter M. Ouattara de la présidentielle en Côte d'Ivoire, on l'aurait réussi pour la Guinée. Et même le cas du Togo allait être un cas facile à régler. Et je pense qu'on n'est pas loin de là. C'est pour ça que mon appel que je lance aux résistants, en tout cas à l'opposition ivoirienne, c'est d'être unis. Et autant pour l'Afrique, autant pour la Côte d'Ivoire que pour le Togo ou la Guinée. Si l'opposition n'est pas unie et n'est pas debout, ce sera la victoire des dictateurs. Or, ce que je constate aujourd'hui, les peuples sont prêts à en découdre. C'est pour ça que les petites élections législatives ou locales, les dictateurs les lancent pour distraire l'opposition, pour diviser l'opposition, pour prendre le dessus sur l'opposition. Parce qu'une fois que vous rentrez dans le système, n'allez plus dire
qu'il est dictateur, puisque vous participez d'une façon ou d'une autre à asseoir le règne du dictateur. Dans mon pays, je pense de bonne foi que c'est une erreur stratégique que de participer à l'élection législative sous un troisième mandat inconstitutionnel. Pour moi, il faut rester dans la posture de combattre le dictateur, quitte à l'amener à un dialogue national inclusif au cours duquel on va trouver un minimum de consensus avant d'aller à des élections apaisées pour sauver des vies humaines. C'est en tant que militant des droits de l'homme que je pense comme cela et je pense ne pas pouvoir me tromper puisque le peuple ivoirien n'est pas vraiment d'accord fondamentalement avec ces élections législatives. Merci de nous avoir invités et vive l'Afrique de demain. Merci. Merci beaucoup, docteur Gervais Bogassako. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. FIDOP, merci d'avoir participé à ce débat panafricain. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Radio à vous l'été. L'esprit patrie.